Bon, me revoilà, nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, ça va être un nouveau petit concept que je vais essayer de faire sur la chaîne à partir de maintenant. Ça va être du débriefing. Donc en gros, c'est que dès que je ferai une sortie de plus de 300 bornes, entraînement perso ou course, et ben je ferai une petite vidéo à suivre dans les semaines qui viennent, qui sera un débriefing. Où en fait, en gros, je parlerai un peu de l'événement, pourquoi je l'ai fait, quelles ont été mes difficultés, mes réussites et comment je peux améliorer tout ça. Donc aujourd'hui, je vais faire un débriefing sur le Festif 500 que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Donc ça sera sur plusieurs axes. En premier, ça sera ma plus grosse erreur, le sommeil. Ensuite, on parlera un peu alimentation. Ensuite, équipement. Et enfin, gestion de l'effort. Et enfin, il y aura une petite conclusion avec 2 petits bonus. Allez, on commence maintenant pour ce débriefing du Festif 500. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Je dirais comme d'hab un peu. Là, c'est ma reprise. Ça fait longtemps que j'ai pas roulé, ça fait 2 semaines. Donc là, ça fait du bien de reprendre le vélo. Je vais faire une petite sortie aujourd'hui, je pense. 1 heure ou un tout petit peu plus d'1 heure en rythme très cool. Bon, en introduction, qu'est-ce que c'est le Festif 500 et pourquoi j'ai fait ça? Donc le Festif 500, c'est un défi qui existe depuis de nombreuses années, qui consiste à faire 500 km de vélo entre le 24 décembre et le 31 décembre. Ça, on peut le faire en solo, en groupe, sur home trainer, sur la route, en VTT, en plusieurs sorties, en une seule sortie. On fait comme on veut. Donc moi, forcément, fidèle à moi-même, j'ai voulu le faire en mode ultra distance, donc en une seule fois. Et en fait, pour moi, surtout, au-delà de ce défi, parce qu'en fait, le défi en lui-même, voilà, je l'avais jamais fait avant et rien d'incroyable. C'est juste qu'en fait, c'était un prétexte pour aller rouler. Je m'étais dit, s'il fait pas trop moche, s'il pleut pas trop et s'il fait pas froid, je vais le tenter. Il se trouve que les planètes se sont alignées, donc je me suis lancé et voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir. Maintenant que le décor est planté, on va passer au premier point qui a été la grosse difficulté que j'ai rencontrée et comment je peux faire pour l'améliorer. Donc on va voir ça tout de suite. Bon, allez, premier point, première partie, première grosse partie. Donc quelle a été la difficulté que j'ai rencontrée sur cette sortie, sur cette épreuve? Donc c'était le sommeil. C'est vraiment ça qui m'a posé le plus de problèmes. Donc pour vous raconter un peu ça, il faut que je vous retrace un petit peu le truc. Donc avant de partir sur ce défi, moi déjà j'étais en vacances, donc j'ai accumulé du repos. J'étais pas spécialement fatigué avant de partir. Bon, la dernière nuit, avant de partir, j'ai quand même pas beaucoup dormi, vu que je me suis réveillé à 5 h du matin, même en se couchant à 22 h, 23 h, ou en s'endormant en tout cas à 23 h, ou même un peu plus tard. On dort pas beaucoup. Mais bon, j'avais quand même accumulé du repos avant ça. Donc j'étais plutôt confiant de ce côté-là. Mais je savais que sur 500 bornes, c'était garanti que j'allais dormir à un moment ou à un autre. Ça, je le sais. Je me connais au bout d'un moment. Je sais qu'en longue distance, au bout de à peu près 300 km, j'ai besoin de dormir. Donc là, je savais que ça allait pas manquer, que j'allais pas pouvoir faire tout ça sans dormir. De toute façon, ça aurait été trop dangereux. Et puis le temps de récup derrière aurait été beaucoup trop long. Donc là, je suis parti rouler tranquille. C'est sur les coups de environ 15 h, je crois, que je me suis arrêté rapidement dans un petit abribus avant Bourganeuf. Là, j'ai fait une micro-sieste. Je pense que j'ai pas dormi. Dans mes souvenirs, j'ai pas dormi. Je me suis juste détendu les jambes, j'ai fermé les yeux. Ensuite, je suis reparti rouler. Et c'est vers 20 h, 20 h 30 que là, j'ai fait ma première erreur. En fait, je me suis arrêté dans un village, dont je me rappelle plus là, comme ça tout de suite. Je vous le marquerai sur la vidéo. Vers 20 h 30 à peu près, 20 h 20. Et je cherchais un spot pour dormir à ce moment-là. Je savais qu'il fallait que je commence à m'arrêter. J'avais pas fait 300 bornes, mais je le sentais. Et là, je me suis arrêté dans un square, à côté d'un cimetière. Et là, je me suis dit, bah, le spot, il est parfait. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de bruit.
c'est idéal, c'est le bon moment. Et là j'ai vu un petit panneau interdit aux nomades. Et sur le coup, j'ai pas trop réfléchi. Je me suis dit, ah, interdit, bah je vais partir. Bon, j'avais mal compris le panneau, je pense. Je pense qu'on comprendra tous la même chose, hein. Les nomades, ça devait être les gens du voyage ou des trucs comme ça. Moi, j'ai pas trop compris. Et donc je suis reparti. Et là, ça a été mon erreur. J'aurais dû m'arrêter ici parce qu'en fait, j'aurais dérangé personne. Il n'y avait personne, il n'y avait pas de bruit. Mais non, j'ai continué. Et là, bon, j'ai fait quoi, 5, 6, 7 km peut-être. Et je me suis arrêté dans un autre endroit. Donc là, je cherchais toujours mon spot. Et j'ai trouvé un abribus. Donc c'est là que je me suis arrêté. J'étais dans un petit hameau. Il y avait quelques petites lumières. Pas beaucoup, mais il y en avait. Il y avait beaucoup de vent qui s'engouffrait sous les parois de l'abribus. Donc ça, c'était vraiment pas top parce que quand je m'allongeais, bah, je ressentais un petit peu le vent. Et en plus, le vent faisait du bruit sur des espèces de posters agrafés sur les poteaux de l'abribus. Donc en fait, j'avais tous les éléments pour avoir un spot vraiment nul. Mais bon, je me suis arrêté là parce que de toute façon, j'avais loupé ma première chance. J'avais laissé passer ma chance. Donc là, j'ai essayé de m'allonger, j'ai essayé de dormir. Je me suis retourné, je me suis retourné. Et au final, j'ai perdu 2h15 de mon temps. Parce qu'en fait, là, si j'ai dormi, j'ai peut-être dormi 10 minutes. Mais j'ai vraiment pas été reposé. Quand je me suis décidé à repartir, au bout de 2h15, ben, j'étais pas reposé. Donc là, à cette heure-là, il doit être 22h30, un truc comme ça, 22h30 ou 23h. Non, il doit être 23h, et 23h15, je pense. Donc là, je recontinue. Et je sais qu'il va falloir que je me réarrête encore. Parce que je me suis pas reposé et il faut que je dorme. Parce que sinon, c'est trop dangereux. À mon sens, c'est trop dangereux. Donc je m'arrête pas loin de la souterraine. Alors je sais plus trop quelle heure il était et combien j'avais fait de kilomètres à ce moment-là. Je devais être à peut-être 260 ou 250, je sais plus trop. Et là je trouve un parvis, un petit hall d'église. Donc là en pierre, à l'abri du vent, pas de lumière, pas de bruit. C'était parfait. Et donc là, je me suis réarrêté à peu près 2 heures en tout, 2h, 2h10. Et là j'ai dormi. Pareil, je le dis dans la vidéo, hein, je me sens reposé. Donc ça c'est agréable. Après plus tard, avant que le soleil se lève, parce que les nuits sont très très longues et c'est très difficile, moi je trouve, je me suis réarrêté à 7h30 du matin à peu près, dans un petit abribus, à Saint-Michel-en-Brenne je crois. Et là j'ai dormi 10 minutes, une micro-sieste, parce qu'avant ça j'avais des grandes lignes droites et c'était assez hypnotisant, assez endormant. Puis j'avais envie que le soleil arrive surtout, parce que les longues nuits c'est difficile. Donc voilà vraiment la difficulté que j'ai eue. Donc qu'est-ce que j'ai fait comme erreur en fait? C'est que là, en fait, j'ai laissé passer ma chance. Le premier spot, il était bien, je le savais au fond de moi, mais je ne sais pas pourquoi, dans mon cerveau, il y a des trucs qui se sont passés, et puis hop, j'ai continué. Je suis parti, j'ai vu un petit panneau interdit aux nomades, et je me suis dit, allez, je vais pas ici, alors que j'aurais dû me mettre là. Et parce que le deuxième spot où je me suis posé, il était pas top, il était pas si bien à l'abri du vent, il faisait pas froid, mais il y avait du vent, ça faisait du bruit, il y avait des lumières. Donc clairement, c'était pas... le spot de rêve, et donc j'ai mal dormi. Et c'est plus tard, à côté d'une église, que j'ai bien dormi. Mais bon, au final, dans l'histoire, j'ai perdu au moins 2h30 de temps, voire 3 heures. Bon, c'est dommage, mais c'est pas grave. Donc, première leçon, ne pas laisser passer sa chance. Si vous avez un bon spot, que vous vous arrêtez, ne partez pas, restez sur ce spot. Et la deuxième chose, c'est le bon spot. Ça, c'est toujours aussi difficile, hein. On a beau avoir de l'expérience et quelques années de bikepacking, de bivouac et tout ça, les bons spots, on les trouve pas toujours. Et là, preuve en est, j'ai pas trouvé le bon spot. Donc maintenant, on va passer sur le deuxième point, qui est pour moi une demi-erreur. C'est la nutrition. Donc, c'est pas une erreur dans le fait de ce que j'ai mangé, parce que j'ai mangé des bonnes choses et j'ai pas eu de problème. J'avais pris des bananes, j'avais pris des wraps avec des carrés frais, c'est délicieux, de l'avocat, de la truite fumée. C'était vraiment très bon. J'avais pris des barres de pâte d'amande, des barres de céréales. Donc ça, c'est vraiment bien. Et puis des compotes aussi. Là, mon erreur, ça a été d'emmener trop de nutrition. Ça m'arrive très souvent. Je prévois toujours trop de choses. Il me restait à la fin une barre de céréales, il me restait 2 wraps. Il me restait une part de pâte d'amande. J'avais mal en fait jugé. Pourtant je sais que je mange beaucoup au début, que la nuit souvent je mange pas beaucoup et qu'ensuite je me reprends à manger. Là c'est ce qui s'est passé et j'avais trop de choses. Bon après, vous allez me dire c'est pas très grave, faut mieux en avoir plus que pas assez, mais bon ça fait du poids quand même.
Et puis aussi j'avais acheté des gels par exemple la veille, alors que je prends jamais de gel en longue distance. Là je me suis dit je prends des gels, bon bah je les ai pris, super, et je les ai pas consommés, donc c'est dommage. Mais après pour les choses que j'ai pris, c'est très bien. Les wraps, j'adore toujours autant. Bon, j'en avais pris un peu trop, mais bon, c'est toujours aussi bon, c'est toujours aussi agréable d'en manger sur la longue distance. Donc ça, bon voilà, il faudra que je fasse gaffe à l'avenir et que j'en prenne moins en fait. Et limite, prenez-en même un peu, vraiment pas beaucoup, parce que de toute façon, si vous roulez en France, vous n'avez pas de problème, à part si vous êtes vraiment que dans des chemins, que dans des endroits ultra sauvages, vous allez toujours trouver de la bouffe. Et ici, je rajouterai quand même, j'allais oublier, je me suis arrêté pour prendre un peu à manger, un petit creusois, 2 boissons gazeuses. Le creusois, je l'ai gardé dans ma poche tout du long et je ne l'ai pas mangé. Donc voilà, en fait, j'avais faim, je me suis arrêté pour manger, mais au final, j'avais pas vraiment faim, j'avais juste soif. Donc j'ai bien fait de ne pas acheter d'autres choses. Mais bon, voilà. Donc voilà pour la nutrition. Maintenant, on va passer au troisième point. Le troisième point, ça va être l'équipement. Donc là, c'est un point que je considère avoir plutôt bien géré. J'ai pris tout l'équipement qu'il fallait pour les conditions qui étaient annoncées. Donc ça, c'est vraiment super parce que des fois, on emmène trop d'affaires. Et là, j'ai vraiment emmené exactement ce que j'avais besoin. J'ai tout utilisé. J'ai rien eu en trop et rien eu qui m'a manqué. Donc pour ça, pour savoir quel équipement j'ai pris, je me suis aidé de la météo ciel et puis Komoot, dont je suis plutôt satisfait parce que Komoot m'avait annoncé de l'eau pendant la nuit et c'est vraiment ce qui s'est passé, donc je suis assez content de ça. Et après, je me suis basé sur mon expérience pour prendre mon équipement. Donc sur ce point, ce que je voulais vous dire, c'est que je ne vais pas vous faire une liste de ce que j'avais avec moi, de tout mon équipement, parce que ça pourrait peut-être vous aider, mais au final, c'est ce que moi j'ai pris. En fait, moi, ce que je vais vous faire, c'est vous donner un conseil pour choisir l'équipement qu'il vous faut sur des longues distances. Pour savoir ce qu'il faut prendre, moi, je pense que ce que vous devriez faire, c'est que dès maintenant, dès que vous allez faire une sortie, et ça vaut particulièrement pour les sorties où il fait un peu froid, et bien en fait, dès que vous revenez, vous notez l'équipement que vous aviez avec vous, l'équipement vestimentaire, vous notez la météo, les ressentis, et vous notez si vous vous êtes bien senti, si vous n'avez pas eu trop froid, si vos pieds n'ont pas été gelés, si vous étiez agréablement protégé, on va dire. Vous prenez des notes, vous le faites pendant beaucoup de sorties, et à la fin, vous allez savoir, telle condition, je prends tel vêtement. Et vous l'appliquez pour la longue distance. C'est aussi simple que ça. Je ne vais pas vous faire ma liste de tout ce que j'avais avec moi, parce que c'est vraiment personnel. Après, globalement, vous auriez pris peut-être la même chose que moi, mais vous serez peut-être plus frileux, moins frileux. Donc vraiment, appliquez plutôt le conseil que je viens de vous donner, ou basez-vous sur votre expérience, et puis attention à ne pas emmener des trucs complètement inutiles. Par exemple, vous allez faire 200 bornes. Ils annoncent grand soleil, aucune chance de pluie. N'emmenez pas votre veste de pluie, ça ne sert à rien. C'est tout bête de dire ça, mais des fois, on se dit « Oh, peut-être que je vais en avoir besoin ». Au final, on emmène du poids pour rien. Sur l'équipement, je vais quand même vous parler de mon équipement de pluie parce que c'est beaucoup revenu dans les commentaires et je pense que ça peut être intéressant. Là, j'ai vu qu'ils annonçaient une forte probabilité de pluie. C'était à 70 ou 80% de chance de pluie dans la nuit du jeudi au vendredi, non, du mercredi au jeudi, pardon. Et puis, je sais plus combien de millimètres. Et là, je me suis dit, bon, il va pleuvoir, il y a de grandes chances, donc je vais prendre mon équipement. Et en plus, on est en hiver, donc je prends ma veste Gore-Tex. Alors, c'est la marque Gorewear, c'est une veste, elle est jaune fluo pour la couleur, donc ça, c'est pas mal parce que c'est très visible la nuit et elle est en Gore-Tex, donc super étanche avec une capuche et des grandes poches. Ça, c'est vraiment bien. J'ai couplé ça avec un pantalon de pluie, pareil, la même marque et tout toujours en Gore-Tex. Et ensuite, j'ai mis des surchaussures, encore même marque et tout sur Gore-Tex. J'ai bien fait attention de mettre mon pantalon par-dessus ma surchaussure. Comme ça, s'il y a du ruissellement, ça ne rentre pas dans ma surchaussure. Et enfin, j'ai mis des gants quand il pleuvait. Des gros gants, ceux qu'on voit dans la vidéo qui sont jaune fluo là. Pareil, je mets ma veste par-dessus les gants. Comme ça, s'il y a ruissellement, ça ne ruisselle pas dans mes gants. C'est tout bête, mais c'est un ordre d'enfilage des vêtements pour pas avoir de l'eau qui rentre. Et moi, j'étais très satisfait. De la pluie, j'en ai eu pendant plusieurs heures. J'ai pas pris l'eau, mais après, c'était pas une énorme pluie. Je pense que si vous restez 10 heures sous l'eau, au bout d'un moment, n'importe quel vêtement n'est plus étanche. Mais au niveau des chaussures, là, j'ai pris de l'eau pendant au moins 8 heures, facile, 7-8 heures, parce que la route était très mouillée, donc j'avais les pieds qui prenaient l'eau tout le temps, et je n'ai pas été mouillé sur mes chaussettes. Donc je peux vous dire que ces surchaussures sont très bien, et surtout aussi, elles sont bien parce qu'elles s'enfilent et elles se défont très facilement parce qu'elles sont souples. C'est pas des trucs un peu élastiques
qui sont une galère à enlever et à mettre. Là, c'est des trucs souples, donc il faut bien choisir sa taille. Et quand vous avez la bonne taille, c'est vraiment bien. Donc voilà pour le volet équipement. Maintenant, on va passer au volet suivant qui va être la gestion de mon effort. Un point aussi que je pense que j'ai bien géré sur cette sortie hivernale. Donc la gestion de l'effort. Donc comment j'ai fait? Donc là, bon, il n'y a pas vraiment de secret, je ne vais pas vous donner de recette miracle. Moi déjà, je suis arrivé là-dessus plutôt bien entraîné et plutôt en forme. Je me sentais bien. J'avais fait attention d'arriver avec un pic de forme entre guillemets avant cette sortie. Et donc pendant la sortie, j'ai plutôt fait attention à pas cramer de l'énergie, surtout à l'aller, parce qu'il y avait énormément de vent. Ça, c'était une difficulté, mais au final, elle était bien gérable. Après, c'est dur pour le moral, parce que le vent était quand même très très fort. Et je savais que déjà, je l'avais que la moitié du parcours, et que l'autre moitié, j'allais l'avoir dans le dos. Et ça, je peux vous dire que pour le mental, ça joue beaucoup. Et donc à l'aller, pendant les 220 premiers kilomètres en gros, eh ben, j'ai géré mon effort au mieux, j'ai pas forcé j'ai forcé le moins possible pour éviter de me cramer et de perdre trop d'énergie. J'ai mangé vraiment régulièrement, toutes les heures je mangeais un petit truc et je buvais régulièrement. Et je me suis jamais senti mal. Alors, il n'y a qu'au début, vers Argenton-sur-Creuse, quand j'ai attaqué les premières vraies bosses, là où ça m'a un peu piqué les jambes. Mais ça fait toujours ça dans les sorties longues, quand il n'y a pas beaucoup de dénivelé au début et que d'un coup ça arrive, ça fait bizarre. Mais après, j'ai plutôt bien géré par la suite et je suis plutôt content là-dessus. Maintenant, on va passer au point final, la récupération. Comment je récupère après une longue sortie comme ça, et ça vaut pour toutes les longues sorties que je peux faire. Là, je ne vais pas vous inventer la poudre. La récupération, c'est deux choses. C'est le sommeil et la nutrition. Il n'y a rien d'autre. Pour moi, c'est vraiment ces deux points-là. Je mettrais ça, je sais pas, peut-être à 30% chacun, 30 ou 40% chacun. Et le reste, c'est éventuellement des choses comme par exemple la cryothérapie, les massages, les automassages, les électrostimulations, des machins comme ça. La vraie récup après un truc comme ça, que moi j'essaye de faire au mieux, c'est vraiment le repos, des bonnes nuits longues, ou en tout cas adaptées à vous, et des nuits de qualité, sans stress, dans un bon lit. Et après, le sommeil, c'est la nourriture. Donc là c'est pareil, de la nourriture de qualité, des fruits, des légumes, des produits le moins transformés possible. Mais ça, vous le faites si vous pouvez tout le temps, que vous soyez sportif ou non, que vous fassiez des longues sorties ou pas des longues sorties. Il faut essayer de bien manger et de bien dormir et vous récupérer au maximum. Et le reste après, c'est un peu des gadgets, vous testez. Moi j'aimerais bien tester les pistolets de massage un jour, mais bon, j'ai un peu peur que ça soit gadget, que ça finisse au placard. Donc pour l'instant, je reste sur du sommeil et de la bonne nutrition. Donc voilà pour mon débriefing sur le Festif 500. J'ai vraiment abordé les points majeurs que je considère importants, que j'ai appris, les erreurs que j'ai fait et comment me les améliorer sur cette sortie. Maintenant, on va passer à la conclusion. Donc, en conclusion, je dirais que le Festif 500, c'était vraiment super. Alors après, c'est un défi rigolo à faire. Après, je le conseille vraiment si les conditions sont bonnes. Donc là, par exemple, il faisait doux, c'était agréable. Bon, il y avait du vent, mais ça encore, surtout si vous faites un aller-retour, bon, vous aurez le vent dans le dos, donc voilà. Et voilà, si vous avez des bonnes conditions, c'est super sympa à faire. Après, à faire en groupe, ça doit être aussi assez cool. À faire en plusieurs sorties, pourquoi pas, ça doit être sympa. Après, moi, j'aimerais bien peut-être le refaire un jour, mais en mode en deux fois, avec par exemple une nuit en Airbnb ou en chambre d'hôte ou je ne sais quoi au milieu, pour vraiment bien se reposer, bien se laver et tout le bazar. Là, j'ai hésité à le faire, mais comme il faisait plutôt bon, je me suis dit on va le faire en une seule fois. Mais c'est vrai que s'il avait fait mauvais, j'aurais modifié mon parcours pour choper sûrement un lit en fait à mi-parcours. Mais là voilà, je ne l'ai pas fait parce que les conditions n'étaient pas trop mauvaises.
Donc voilà, c'était un bon petit défi pour finir l'année. Moi, ça m'a fait beaucoup kiffer. J'ai pris du plaisir à faire ça. Et puis après, j'ai fêté le nouvel an en famille et avec des amis. Et voilà, une bonne année qui s'est terminée. Et maintenant, on repart pour 2023. J'espère qu'il y aura des belles aventures, autant pro que perso et sur le vélo. On verra bien. Allez, je vous laisse là. Moi, je finis ma petite sortie tranquille. Là, je suis à 36 bornes et 1h30 de vélo. Donc, je roule tranquille. 260 mètres de dénivelé. Je me balade. Il y a du vent, comme d'hab. Et voilà. Et je vous avais tout de même promis des petits bonus. J'espère que vous êtes restés là. Donc, mes petits bonus, ils vont être tout simples. Le premier, vous y attendez sûrement. Ça va être concernant ça. C'est mon petit retour presque définitif sur les prolongateurs. Après plusieurs sorties, plusieurs centaines de kilomètres avec, des réglages et une sortie longue distance de 500 bornes. Je peux vous dire que les prolongateurs, c'est vraiment bien. J'en suis vraiment content. Pour peu que vous preniez le temps de bien les choisir, qu'ils aient beaucoup de réglages, que les pads puissent s'incliner, se déplacer, que vous ayez des spacers et que vous preniez le temps de les régler sur votre vélo, et vous avez des trucs qui sont un très bon investissement. Ça va vous donner du confort, des nouvelles positions sur le vélo, ça va vous faire du bien aux mains, ça va vous faire aller plus vite sur le roulant. Vous allez pouvoir fendre le vent même quand il est défavorable en utilisant la même force que assis sur le vélo, sur les mains haut sur le guidon. Là, vous allez appliquer la même force et vous allez aller plus vite sur les prolongateurs. Donc non, les prolongateurs, vraiment un bon investissement. Je suis content de l'avoir fait. Donc je l'utiliserai par exemple sur des bikingman du genre comme Laura par exemple, qui est assez roulant dans certains endroits. Bon, après qui est très montagneux aussi à d'autres endroits où là les prolongateurs ne sont pas forcément justifiés. Mais dans le roulant, c'est vraiment bien. Donc ça vaut le poids que ça fait sur le vélo. Et encore, moi j'ai des aluminiums, mais il en existe en carbone ultra léger. Donc voilà. Après, à vous de faire votre choix. Mais en tout cas, moi je trouve que c'est bien. En tout cas, si vous pouvez, testez-en. Demandez-en à une connaissance qui en a et puis testez-les pour voir sur votre vélo ce que ça fait. Et puis après, vous en achetez si vous voulez. Mais en tout cas, c'est un bon petit truc. Et bon, moi je les utiliserai à l'avenir. Je suis content de les avoir achetés. Et le deuxième bonus, c'est pareil. Là, vous avez dû sûrement remarquer depuis tout à l'heure, je roule avec des bretelles et un sac, un petit sac de trail. Je ne sais pas si on le voit bien, que j'ai acheté à Decathlon. Alors pourquoi j'ai acheté ça? J'ai acheté ça parce que fin juin, normalement je fais l'ultramarin avec de la famille et des amis de la famille. Je fais l'ultramarin, l'ancien raid du golfe du Morbihan. C'est un trail et je fais ça en relais. Donc moi normalement je fais 33 km et je me suis dit il faut peut-être que je m'achète un sac parce qu'il me faut de l'eau et de la bouffe avec moi. Donc je me suis acheté ça et je me suis dit pour de la longue distance en vélo ça pourrait être aussi intéressant. J'ai déjà vu des gens rouler avec ça, particulièrement Clément Clisson qui avait ça sur notre sortie quand on est allé au Mont des Avaloirs avec Franck. Il avait un sac de trail et il en avait aussi sur le Scadi je crois bien, et puis peut-être d'autres courses. Et donc là c'était l'occasion, je me suis dit je vais tester. Donc là c'est la première fois que je le mets sur mes épaules. Pour l'instant j'ai pratiquement rien mis dedans. J'ai mis un pompe à vélo, mon portable. Là c'est juste pour voir si la tenue sur les épaules est agréable et si il se fait oublier. En tout cas on verra, je vous ferai un retour pas tout de suite, ça sera dans plusieurs mois je pense, quand j'aurai fait une ou deux sorties longues avec, et je vous dirai si c'est intéressant. Moi ça m'intéresse parce que on peut mettre pas mal de choses. Il y a une poche à eau possible qu'on peut mettre dedans, on peut ne pas la mettre, là je l'ai pas mis. Donc c'est bien, ça donne 1 litre d'eau. Puis je peux mettre mon drone aussi dedans, des trucs comme ça. Parce que le drone dans les sacoches c'est un peu chiant. Donc là le drone dans le sac, pourquoi pas, à tester, à voir. Mais en tout cas, ça va me servir pour l'ultramarin fin juin. Bon allez, je pense que j'ai beaucoup parlé comme d'habitude. J'espère que ce débriefing et ces petits bonus vous auront intéressé. Bon, les paysages sont pas incroyables, là c'était pas le but. C'était un peu un blabla ride, mais sauf que c'était vraiment un débriefing. Donc j'en ferai d'autres sur des sorties longues, parce qu'on apprend toujours plein de choses, on fait toujours des erreurs et on fait toujours des choses bien. Donc je pense que ça peut être intéressant d'en parler, ça peut vous être utile. Allez, je vous dis à la prochaine, sur une prochaine vidéo et sur le vélo.
Allez, à plus.